Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Bruno Bouchot. Bonjour Bruno Bouchot. Bonjour Anne-Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête de Bouchot Architecte. C'est ça. Après une autre agence, peut-être dans une autre vie, vous avez fondé en 2007 Bouchot Architecte qui œuvre aujourd'hui autour de différents pôles. L'architecture, la maîtrise d'œuvre d'exécution et l'architecture d'intérieur, mais aussi un pôle hors piste voué à se projeter dans le futur. Des disciplines complémentaires et indissociables pour tendre vers une plénitude architecturale. Votre agence œuvre beaucoup en réhabilitation, mais pas seulement, en programme de bureau, mais pas seulement, intervient beaucoup sur de l'haussmannien, mais pas seulement. Elle est implantée dans le 11e arrondissement de Paris et compte une trentaine de personnes. Vous vous définissez comme un homme en mouvement perpétuel et vous aimez que les profils de votre agence soient autonomes et se trompent, l'erreur étant le gage d'une progression. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors, tout d'abord, ma famille est originaire de Nantes. Je suis le petit-fils d'un peintre orientaliste qui s'appelle Jean Bouchot, qui était académicien et qui a bercé mon enfance, puisque finalement, il était plus facile de faire rentrer une boîte d'aquarelle ou un crayon à la maison qu'un instrument de musique. Donc ça prédispose certainement, je dirais, mon projet de vie professionnel peut-être. Au début, je voulais être décorateur parce que j'avais un oncle qui était décorateur aussi, qui faisait des boutiques. Je trouvais ça pas mal. Et puis un jour, on m'a dit, mais il faut que tu sois avec un métier qui a plus d'envergure. Donc l'architecture, ça serait très bien. Alors je ne connaissais pas du tout l'architecture. J'en avais une vague idée parce que j'avais un oncle du côté de ma mère qui était architecte, mais le vrai babacou, l'architecte, qui avait remonté une ruine près de Villeneuve, près de Cahors, quelque chose comme ça, ouais. Et alors là, c'était vraiment le 68 art terrifiant. Une grande barbe, grands cheveux longs, des sandales qu'il fabriquait dans sa cave. Donc ça m'intriguait pas mal. Et puis finalement, de 0 à 7 ans, moi j'ai vécu toujours à Paris. Je suis né à Paris. Et puis à 7 ans, mon père, qui travaillait pour l'OTAN, a déménagé avec l'ensemble des militaires de l'OTAN qui étaient à Rocancourt. Et je me suis retrouvé en Belgique, dans le Borinage, près des mines, et la sidérurgie du Nord. Et là, j'étais très heureux parce que j'étais dans une base militaire internationale, 16 nationalités. Et en fait, j'y ai passé de 7 ans à 18 ans. J'ai passé mon bac là-bas et je suis revenu à Paris, inscrit à UP4, dans l'atelier Le Maresquier, donc quai Malaquais à l'époque, puisque l'école n'avait pas déménagé à Charenton encore. Et là, je débarque à Paris pour faire mes études d'architecture. C'était un choc. Une grande liberté aussi, parce que mes parents étaient en Belgique. Et en fait, j'ai été très bien accueilli dans ces vieux ateliers des Beaux-Arts, avec un massier qui faisait régner l'ordre dans les ateliers, qui en même temps était secondé par le chef cochon qui s'organisait facilement les fêtes dans les ateliers. Donc c'était la belle époque. Il y avait encore cette tradition des beaux-arts. Ah oui, c'était franchement... Je disais que moi j'avais 18 ans, j'arrive dans cet atelier et je pense qu'il y en avait qui avaient 40 ans qui n'avaient pas encore passé leur diplôme parce qu'ils travaillaient en fait en agence et puis ils revenaient passer une UV, pardon. Donc c'était vraiment la vieille tradition. Ouais, très traditionnelle. Et puis en fait en deuxième année, je trouve une petite annonce qui recrute un jeune étudiant, stagiaire, vaguement compétent pour classer des calques dans une armoire à plans. Et là, je débarque dans une agence qui s'appelait Seria et Coupel.
Et puis je passe 1 mois, et puis je passe 2 mois, et puis il trouve que je passe beaucoup de temps à ranger les calques dans une armoire. Puis finalement, il y avait une table de libre, et là, il me demande de monter une coupe, si j'étais capable au rotring. Puis je m'en suis pas mal sorti, donc finalement, j'ai travaillé assez régulièrement chez eux, à faire des photos de chantier comme à faire du plan. En même temps, je suivais mes études, et ça m'a mis tout de suite en main un esprit critique entre le professionnalisme des études et l'appel de la vie professionnelle, avec une certaine ambiguïté. Je trouvais que les études étaient longues d'un seul coup, alors que j'étais appelé, aspiré par la vie professionnelle, et donc très impatient. D'ailleurs, ça ne m'a toujours pas quitté, cette impatience. Et donc, j'ai passé mon diplôme. J'ai d'abord fait le prix de l'Institut, ce grand châssis de 5 mètres par 3 en papier tendu, qu'il faut remplir pendant des nuits et des nuits. Et puis finalement, j'ai été logiste, mais j'ai pas été lauréat. C'est pas très grave. J'ai passé ensuite mon diplôme. J'ai dû me marier un peu avant mon diplôme. Et puis ensuite, j'ai tout de suite travaillé chez Seria et Coppel de façon définitive. Et puis ils ont tout de suite monté un cabinet qui s'appelle Palissade, et ils m'ont bombardé gérant. C'était surtout pour faire l'architecture intérieure. Puis finalement, au bout d'1 an, ils s'en sont désintéressés, parce qu'il fallait aussi que je le développe après 19h le soir et avant 9h le matin, ce qui était un peu compliqué. Et donc je leur ai racheté le capital. Et puis j'ai tout de suite, finalement, au bout de la 2e année, j'ai volé de mes propres ailes. Et finalement, de 1987 à 2007, j'ai développé cette structure. Je l'ai ensuite cédé à mes associés, et j'ai remonté Bouchoux Architecte avec une ambition très claire dans ma tête. C'était du tertiaire, donc de l'espace de travail, pragmatique, très peu d'opérations pour les promoteurs, beaucoup pour les investisseurs institutionnels et surtout les utilisateurs. Donc de l'architecture intérieure, je dirais en proximité avec les utilisateurs. Et je ne suis pas malheureux du tout d'avoir fait ce choix. Ouais, vous avez du coup articulé les 2 pôles d'emblée. D'emblée. Sans être passé par les arts déco ou non? Non, en fait, il y a une sorte d'appétence personnelle, du détail, du cadre de vie qui m'a, j'ai l'impression, toujours intéressé. En fait, c'est toujours des rencontres qui sont importantes. Alors, principalement, quand on démarre, c'est des rencontres avec ses clients. Et donc, au début, je travaillais pour Bouygues Immobilier, j'avais gagné un petit concours, et en fait, ils m'avaient donné comme contrat la totalité des opérations de logement et de tertiaire, et je m'occupais de la décoration des parties communes. Donc, aussi bien les halls d'immeubles de logement que l'ensemble des parties communes des immeubles de bureaux. Et puis, la guerre du Golfe est arrivée, la première guerre du Golfe, et mes contrats se sont arrêtés en 2 semaines. Solde de tout compte, solde de tout compte, solde de tout compte. Donc ça a été un peu vertigineux, on va dire. Mais j'avais fait une petite esquisse pour un appartement qu'un client de Bouygues Immobilier voulait acheter. Puis finalement, il ne l'a pas fait. Et au moment où c'était un petit peu sévère comme circonstance avec cette guerre du Golfe, je lui ai envoyé un courrier pour lui demander, parce qu'il était à la tête d'un grand groupe industriel, si vous avez besoin d'avoir des services d'un architecte. J'ai un très bon souvenir de notre dernière rencontre. Je suis à votre disposition. Et en fait, 48 heures après l'envoi de cette lettre, j'ai reçu un coup de téléphone qui me disait, voilà, vous êtes disponible? Oui. Eh bien, on vous donne rendez-vous après-demain, je crois. Ça s'est fait dans la semaine, à Villarceau, à côté de Marcoussis. Donc, je suis arrivé là-bas avec ma bobine et un carnet, je pense. Et en fait, je suis ressorti avec 53 000 m² de bâtiments industriels à transformer en immeubles de bureaux, en plateforme d'intégration, en laboratoire de recherche. Donc un immeuble industriel qui remontait à quand? Alors, c'était 5 immeubles industriels oui. qui avaient dû... Le premier bâtiment avait dû être construit dans les années 60. Et en fait, c'était des bâtiments assez longs, avec des ponts roulants, et qu'il fallait transformer en immeubles de laboratoire. Donc avec une esthétique assez forte déjà. Oui, mais Ouais. un cadre professionnel que je découvrais, c'est-à-dire je travaillais pour l'utilisateur, qui était propriétaire de ces murs, mais pour l'utilisateur. Et c'était un industriel dans l'électronique, et donc il y avait un planning extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que lorsqu'il avait vendu un central téléphonique pour, la ville de Jakarta, il modélisait en fait son implantation dans des plateformes d'intégration.
Ce qui fait que quand la campagne de recherche ou de mobilisation des chercheurs se faisait sur cette plateforme, il fallait qu'elle soit livrée. Et j'ai appris ce que c'était que la gestion d'un planning, la gestion d'un chantier, des études, un timing. Et ça m'a fait un bien fou parce que finalement, ça me suit toujours aujourd'hui. Et je pense que ça a mis une tonalité un peu à l'agence qui, bien évidemment, aujourd'hui a développé une équipe de maîtrise d'œuvre d'exécution. Fort de cette expérience, j'ai trouvé que c'était indispensable. Et mes clients le reconnaissent comme étant indispensable. L'architecte n'est pas qu'un dessinateur, c'est un constructeur, il ne faut pas l'oublier. Oui. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi, qui arrive d'ailleurs assez tôt dans le podcast, est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis plutôt un personnage curieux. Comme je disais tout à l'heure, impatient. Donc, je pense que je ne suis pas du tout là où je me suis projeté. Et ce projet évolue tous les ans et se repousse. Je ne suis pas mécontent du tout de là où je suis et surtout de l'équipe qui m'entoure. Je trouve que si j'ai un succès aujourd'hui à revendiquer sur ma carrière professionnelle, c'est de m'être entouré de personnes de qualité. Pour moi, c'est indispensable. L'architecture ne peut pas se faire seule dans sa soupente. C'est un métier d'échange, de confrontation, de confiance, de délégation, de responsabilité. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire avec une équipe. Alors, on a parlé là pas mal de vous. Vous pouvez continuer sur l'histoire de vos projets. Vous avez ces 53 000 mètres carrés. Et après? Et après, donc, en fait, cette opportunité m'a permis de montrer que finalement, j'avais une vision du métier, j'étais capable de relever des défis. Et donc, je suis petit à petit rentré chez des institutionnels spécialisés dans le bureau. Et je bénéficiais de cette expérience auprès des industriels pour pouvoir travailler avec des donneurs d'ordre qui étaient plutôt des bailleurs, des propriétaires. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai fait un petit hall rue Saint-Augustin, dans un petit immeuble des années 30, pour une foncière. Et puis ce petit hall, je dis petit parce que finalement, il faut toujours se méfier des petits projets, parce que ça cache toujours quelquefois des grandes opportunités. Et donc je fais ce petit hall d'immeuble avec du goût et puis une bonne relation. Et ça se passe très bien. Et un petit peu avant Noël, le maître d'ouvrage, qui était une femme, que j'ai depuis, et je ne la citerai pas, mais j'ai depuis souvent dit que c'était ma marraine professionnelle, la bonne fée qui s'était penchée sur mon berceau, m'appelle un peu avant Noël et me dit « J'ai un cadeau de Noël pour toi. Tu vas t'occuper d'une de nos opérations qu'on vient d'acheter, rue du 4 septembre. C'est une grosse réhabilitation. » Et puis, en fait, c'était un très beau cadeau parce que de l'architecture intérieure sur laquelle elle m'avait identifié pour cette opération, en fait, elle a fini par me donner la totalité de l'opération, donc aussi bien l'architecture que l'architecture intérieure. Et ça a été ma première opération avec Sari. Et ça a été ma première opération qui identifiait la compétence de Bruno Bouchot dans le microcosme immobilier parisien. Et ça arrive en quelle année, ça, à peu près? Vous vous Je souvenez? dirais dans les années 80, 95, 98. Ouais. Et c'est une très belle réhabilitation, reconstruction, qui a été pour moi la découverte d'un projet à grande échelle, avec les contraintes de l'ABF, de la Commission du Vieux Paris, de l'ADU, enfin tout ça. C'était donc un ensemble haussmannien, c'est Oui. ça? Même antérieur, parce que l'hôtel de Grammont, qui composait une grosse partie de cette réhabilitation, lui était fin 17e. Et alors que le bâtiment qui était sur la rue du 4 septembre était vraiment une facture haussmannienne. Et en fait, vous êtes allé jusqu'où dans la dépose de l'existant? Beaucoup, puisque Ouais. on pourrait même le décrier aujourd'hui, c'est que j'ai gardé la façade sur la rue du 4 septembre, j'ai effondré l'ensemble du bâtiment, donc c'est du façadisme pur, pour pouvoir... Mais qui avait sa raison en même temps, puisque le bâtiment avait déjà été réhabilité de façon assez lourde, et on va dire pas très soignée. Ouais. Et donc, il y avait des planchers déjà qui correspondaient plus à la façade. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Donc on a vraiment été assez radical, on a tout effondré, et on a reconstitué une épaisseur un peu plus importante du bâtiment, pour avoir ce plateau de 18 mètres qui à l'époque était la base
18 mètres sinon rien. Et donc voilà, ça a été quand même une très très grosse opération avec la réalisation d'un parking en sous-sol, au moins 2, une sorte de business center, salle de réunion au moins 1, et puis toute la superstructure qu'il fallait revoir. Donc moi je garde un très très bon souvenir de cette opération. Quelle entreprise? Alors on était en Macrolot en plus. Ah oui, Ouais. oula. Et le bâtiment faisait presque 9000 mètres carrés, donc c'était assez complexe. Sportif, Et ouais. c'était sportif. Mhm. Mais j'apprends encore aujourd'hui. Donc c'est un apprentissage, un changement d'échelle. Il faut être très humble et s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Vous avez un retour aujourd'hui sur l'usage de ce bâtiment? Oui, il fonctionne toujours très bien. Oui. Et il y a eu plusieurs locataires différents. Et aujourd'hui, je pense qu'il fonctionne très bien. Je suis rentré, je sais pas, au mois de septembre, je suis rentré dans la cour de l'hôtel de Grammont, qu'on avait entièrement repavé. Il y avait un sous-sol sous cette cour pavée et tout fonctionne encore très bien. Mhm. Mais en même temps, dans les immeubles tertiaires, la vie est assez courte. Au bout de 20 ans, on commence à les rénover, C'est voire pour les ça que réhabiliter complets. c'était ma question, il y avait ça en dessous. Ouais. 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 Non, celui-là n'est pas encore au programme. Ouais. Bah, on va dire tant mieux, parce que du coup, vous avez anticipé sur l'actualité, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réhabiliter et de démolir le moins possible. Oui, et de... on va même dire de rénover. On ne va plus forcément Ouais. réhabiliter. On va préserver. Ouais. Ça va être une autre contrainte. Mais moi, je dirais que ce sont les modes. Je parlais tout à l'heure de la profondeur de plateau à 18 mètres. On est passé à 21 mètres. Et puis, on revient aujourd'hui à ce qui existe, en fait. Et puis, on s'aperçoit en plus que là, pour un 3e confinement, le télétravail, tout ça va changer complètement le paradigme des immeubles de bureaux, bien sûr. C'est passionnant. Mais alors, vous qui êtes très spécialisé, ça vous... Ça m'inquiète? Ça m'inquiète pas? Non, ça m'inquiète pas parce que y a très peu de choses qui m'inquiètent, si ce n'est la santé, et pour l'instant tout va bien. Peu de choses me font peur, mais je trouve au contraire que d'abord le marché se porte plutôt bien et l'ensemble de mes équipes est très occupé aujourd'hui. Ça va peut-être se tarir, ça va peut-être s'atténuer, on va voir. Mais de toute façon, au bout du 3e confinement, et nous pouvons parler de ça à titre personnel, puisque l'agence, au mois de mars l'année dernière, s'est explosée en autant de petites agences individuelles au moment du 1er confinement. Donc chacun est parti le vendredi avec son ordinateur sous le bras, et on s'est rendu compte le lundi que finalement il y avait très peu de bugs dans les connexions avec le serveur central, qu'on fonctionnait très bien, et donc on a plutôt bien vécu la chose. Mais dans le temps, on s'aperçoit que finalement, l'équipe a besoin de se toucher, de se voir, de se confronter, même se rapprocher avec un masque ou du gel, mais au moins d'échanger sur un plan avec un calque, un crayon. Donc on a besoin de vivre l'aventure ensemble. Et ça ne peut pas se faire tout le temps à distance. Mmh. Et je pense que notre métier n'est pas isolé. Quand on parle d'une équipe, cette équipe elle a besoin de se voir, elle a besoin de se réunir au même endroit. Donc là, la configuration des immeubles de bureaux tiendra compte certainement de cette évolution, où on peut travailler chez soi. On n'est pas collé au bureau, mais il faut trouver un endroit très agréable et très confortable pour se réunir et continuer à travailler en équipe, pour pouvoir finalement se concentrer, peut-être même se former chez soi, de façon un peu isolée, pour pouvoir se concentrer dans le silence quand les enfants sont à l'école. Donc je pense que le profil d'un immeuble siège ou d'un immeuble de bureau va certainement évoluer, mais ne va pas disparaître. Donc ça vous demande davantage d'agilité? Oui. Ouais. Un architecte, sa première qualité, c'est l'écoute et c'est l'agilité. Grâce à cette agilité, on s'adapte aux demandes de son client, aux besoins de son client. Donc je pense que toute évolution, si on ne la trouve pas comme une opportunité, comme un changement positif, c'est peut-être qu'on a vieilli, c'est peut-être qu'on est hors course. Has-been, certains diront. Non, je trouve qu'effectivement, l'agilité, se remettre en question, se confronter à des milieux différents, à des points de vue différents, c'est très enrichissant. Moi, je pense que c'est mon moteur essentiel, ça. Alors, dans l'histoire des projets, là, vous avez parlé de votre grande première référence industrielle. Ensuite, la grande première référence haussmannienne. Rue du 4 septembre. Oui. Ouais. Ensuite,
ensuite. Beaucoup d'opérations de réhabilitation dans Paris. 22 Malesherbes, par exemple, qui est le dernier qu'on a livré pour le groupe AG2R La Mondiale, qui est devenu un hôtel coworking, on va dire. Et puis, on a 3 opérations qui sont, je dirais, en chantier, rue Lafayette. On a le 36 Lafayette, on a le 59 rue Lafayette et on a le 65 rue Lafayette. Alors, on va dire que le 36 et le 65 sont dans une phase très opérationnelle du chantier. Le 59 n'a pas commencé. On vient de terminer la consultation d'appel d'offres. Je ne peux pas vous dire qui est le lauréat, mais je ne le sais pas. Mais on va bientôt... Alors, ça a été désamianté, ça a été déplombé, curé, mais la phase de réhabilitation-reconstruction n'est pas lancée encore. Mais c'est une très belle opération, ça fait 21 000 m² dans le 9e, donc c'est un gros bateau. Pour la petite histoire, ça fait 9 ans qu'on a gagné le concours, donc on est content de rentrer dans la phase opérationnelle. Et 9 ans, c'est en même temps pas très exceptionnel dans notre métier. On se projette dans l'avenir. Quand on signe un contrat, on s'aperçoit que la livraison va se passer dans 3 ou 4 ans au minimum. Donc on est projeté vers le futur toujours. On vieillit plus vite que les autres. Ensuite, on a fait une très belle petite opération, très amusante même, qu'on a appelée Janus. Vous allez comprendre pourquoi. Rue Geoffroy d'Aban dans le 17e pour Groupama. C'est un petit hôtel particulier qui fait presque 1000 m², qui a une façade très ordonnancée, classique, de ces hôtels bourgeois de la plaine de Monceau, mais qui avait une façade arrière qui était très martyrisée par les différents travaux les années passées. Et donc là, on a fait un gros travail de restauration et on a réinventé une façade sur cour jardin, plutôt à la manière des ateliers d'artistes, donc des grandes baies verticales. Et ça a été un vrai succès. Ça a été très long et difficile parce que finalement, ça préoccupait beaucoup les instances ABF, Commission du Vieux Paris, Direction d'urbanisme. Difficile de mettre tout le monde au même moment, dans le même axe, mais tout le monde a joué de ces arguments, à la fois de préservation, à la fois d'autorisation de détruire, de modifier, et on est arrivé à une très belle petite opération. Donc 1000 m², ça peut être compliqué, ça peut être long, mais le résultat est très agréable. Et puis c'est des opérations qu'on ne donne pas aux nouvelles recrues, parce que c'est très sensible. Donc on donne ça à des gens qui sont plutôt des seniors bien armés. Mais ça permet également aux jeunes recrues de participer au voyage et de comprendre et de se rendre compte de l'exigence qu'il faut avoir. Et de s'enrichir. Absolument. Finalement, c'est une opération qui a un peu un côté recto-verso. Exactement, d'où Janus, le regard vers le futur et en même temps le visage tourné vers le passé. Donc c'était tout à fait ça. Et c'est ça qui est passionnant. Vous avez des références ex nihilo ? Oui, on a des références ex nihilo. On a réalisé à Romans-sur-Isère deux bâtiments, de bureaux, des plateformes très, très ouvertes pour un groupe d'assurance spécialisé dans la téléphonie. Et on a peut-être un projet de réaliser une tour pour ce même client. Alors une tour à Romans-sur-Isère, ça pose question, bien évidemment, mais une tour de 100 mètres de haut, ça pose question, mais en même temps, ça a été une aventure pour nous, pas forcément douloureuse, pas parce qu'on n'a pas réalisé la tour, mais parce que le projet, pour l'instant, est en gestation, mais parce qu'on s'est délocalisé de la région parisienne, et pour nous, ça nous faisait du bien. On a aussi participé à des projets, beaucoup de projets qui n'ont pas forcément vu le jour, parce que les projets industriels ex nihilo, c'est les projets qui engagent beaucoup d'argent sur des principes industriels qui sont finalement toujours assez innovants, donc fragiles. Et donc pour Chéreau, par exemple, il y a quelques années, on a réalisé un projet qui n'a pas vu le jour, mais qui était très important. Chéreau, c'est une usine qui fabrique les camions frigorifiques que vous voyez sur les autoroutes qui traversent l'Europe. Et c'est des camions très techniques, puisque vous pouvez avoir dans une même benne du froid négatif, donc pour du congelé, et puis du froid positif pour des légumes, par exemple. Et l'usine qui fabrique ces camions est en Bretagne, pas très loin de Rennes. Et on a essayé de rassembler une unité de production. Donc c'était assez important. Mais voilà, le projet ne s'est pas fait, parce que d'un seul coup, un investisseur s'aperçoit qu'il va mettre son argent ailleurs.
Mmh. Voilà. Donc, ex nihilo, on a quelques petites opérations, mais la plus grande, c'est celle de Romans-sur-Isère. Pour l'instant, on a fait des opérations à Toulouse aussi, plus petites, toujours dans du bureau. Mmh. Vous avez des références que vous jugez plus emblématiques ou... Oui, je pense que, je ne vais pas me renier, je pense que la réhabilitation compliquée, le mouton à 5 pattes, dans les quartiers centraux parisiens, c'est un peu notre came, on va dire ça. Mmh. Je crois que vous réfléchissez aussi sur, la reconversion, ou vous allez me corriger peut-être, Ouais, des sous-sols. ouais. La Vous valorisation des sous-sols. La valorisation des sous-sols, voilà le terme Alors, exact. tout à l'heure, vous avez cité Hors-Piste. Ouais. Hors-Piste, c'est le nom qu'on a donné au petit studio qu'on a en interne, qui a comme principe, dès son origine, de pousser les limites de ce que nous faisons habituellement. Pour ça que Hors-Piste, on est un peu sorti justement du sentier balisé. C'est Hubert, un de mes collaborateurs, qui dirige ça. Et notre idée, c'était d'offrir la possibilité de développer des sujets qu'on n'a pas le temps de développer sur les opérations, parce qu'on est tenu par un planning ou par un budget. Et donc, la première année, on s'est donné une sorte de projet long qui dure toute l'année et qui permet à l'ensemble des collaborateurs de l'agence de se concentrer, en prenant leur bourse de temps libre, d'une certaine façon, sur un sujet, de participer à l'élaboration de ce sujet sur un an. Et donc la valorisation des sous-sols parisiens, qu'on a baptisé Fondamentum, c'était de se dire finalement de moins en moins de voitures à Paris, plus d'obligation de construire des parkings sous les immeubles de bureaux. Donc naturellement, une réflexion se fait jour sur ces parkings, ces sous-sols existants. Quelquefois, on a des opérations qui ont moins de 28 mètres en superstructure, pour ne pas être IGH, mais qui ont quelquefois 9 niveaux de sous-sol. Qu'est-ce qu'on fait de ces 9 niveaux de sous-sol quand on n'y met plus de voitures? Et ça a été un vrai sujet de réflexion. Et donc, on a pris plusieurs thèmes de bâtiments existants parisiens et on s'est posé des questions. Et puis, on a délivré notre réflexion au cours d'une soirée qui était un peu le symbole de la vie d'avant le Covid, mais qui a eu son succès et qui nous a permis de montrer, de délivrer devant une tribune le travail de l'ensemble de l'agence sur ce sujet, l'existence de Hors-Piste et de sa vocation. Et puis, eh bien, très vite, d'autres sujets sont arrivés, comme la surélévation à Paris. J'allais vous enchaîner En là-dessus. passant de la cave au grenier, on s'est posé la question de la surélévation. Pourquoi ? Parce que, inévitablement, dans le travail de réhabilitation, la valorisation de l'air qui se trouve au-dessus de l'immeuble, dans son potentiel constructible lié aux règles d'urbanisme, c'est un vrai dogme à Paris, la surélévation. Alors, on a le droit de le faire. Les gabarits, pour que tous nos auditeurs puissent comprendre, on doit respecter les gabarits, donc les hauteurs. Absolument. Et on est souvent dans des périmètres des ABF. Alors toujours. Ouais. Et alors, c'est toujours le problème de confronter le droit de le faire, puisque le PLU, c'est quand même une définition légale. C'est une hauteur, un gabarit, une enveloppe physique que l'on peut combler. Et puis, il y a le contexte historique, le contexte social, le contexte du patrimoine, enfin tout ça, qui fait qu'on a le droit, mais on n'est pas libre. Et donc, il faut arriver à confronter ces deux antagonistes pour y arriver. Alors, il y a des choses qu'on refuse de faire parce que ça dénature totalement le bâtiment existant. Un hôtel particulier, de belles factures, on peut se poser la question de savoir si ça a de l'intérêt. Et puis surtout, de surélever en définissant une limite très claire de l'histoire. Confrontation du passé et puis tentative de modernité, pas toujours très réussie. Donc, c'est souvent, ces surélévations, elles interviennent dans l'épaisseur de l'îlot. Oui, absolument. Alors, souvent, on peut surélever dans la bande des 20 mètres depuis la rue. Donc, c'est la façade principale de l'immeuble, au vu de tous. Donc, il y a des choses qu'on refuse de faire et on se pose, on n'y va pas. Et puis, il y a des sujets quand même qui sont assez intéressants parce qu'on se dit, finalement, le bâtiment a déjà été surélevé 2 fois. Donc, la nature patrimoniale du bâtiment est plus tout à fait vierge. Et donc là, on se dit, j'ai le droit de construire encore un niveau. On travaille quand même dans un contexte financier. On travaille pour des investisseurs, on travaille pour des bailleurs, des gens qui manient, je dirais,
des comptes de résultats, des bilans. Donc si on peut leur faire gagner de l'argent, ils sont plutôt contents qu'on le fasse. Donc nous, on s'inscrit parfaitement dans ce contexte de réalité professionnelle. Et donc la surélévation est bien évidemment un potentiel de valorisation qu'on ne peut pas négliger, qu'on doit pouvoir faire de façon subtile pour qu'il ne dénature pas l'immeuble, donc la vue des tiers sur nous, mais qui ne dénature pas non plus la vie à l'intérieur de cet immeuble. Alors bien évidemment, les toits parisiens sont très préservés, le zinc est très préservé, les formes de pente, le terrasson, le brésis, tout ça fait partie du patrimoine parisien, mais en même temps, il faut arriver à y mettre du bio, je vais dire d'une façon un peu caricaturale, en fait du respect de l'environnement. On doit chercher des îlots de fraîcheur, on doit chercher de la végétalisation. Donc on est naturellement porté sur la terrasse plutôt que la toiture. On est naturellement porté sur la serre, ou en tout cas la verrière. Et justement l'effet de serre? Justement, donc c'est très contradictoire tout ça. Ouais. Et il faut arriver en plus à se glisser à l'intérieur d'une règle de PLU qui va devenir de plus en plus exigeante au niveau de tout ce volet bio. Donc je sais que la refonte du PLU à Paris est en train de se faire, et donc on va aboutir à quelque chose qui va être bioclimatique. Qu'est-ce que le bioclimatique dans une ville qui ne renvoie que des reflets métalliques, puisque le zinc, c'est la toiture parisienne, qui crée donc du réchauffement, des verrières mal exposées qui sont plutôt des foyers de surchauffe qu'il faut combattre avec de la climatisation encore plus forte, donc il y a un non-sens là-dessus. Et donc on va être amené à réfléchir. L'ombre portée d'un immeuble haut est plutôt agréable, hein. New York n'est pas une ville désagréable, même pour le piéton, donc on peut imaginer que la ville va grandir en verticalité. Ça va être, je pense, le vrai challenge des architectes, mais aussi du politique dans les années à venir, c'est de savoir ce qu'ils conservent. Est-ce que c'est la qualité de vie, ou est-ce que c'est le patrimoine? Est-ce que c'est tout le patrimoine parce que ce qui est vieux est bien, ou serait mieux que ce qui est d'aujourd'hui? Là, il y a des vraies tendances. Il y a des grâles qu'il faut défendre, qu'il faut porter, qu'il faut bousculer. Je pense que Londres est d'une certaine façon le reflet du pire et du meilleur. Ouais. Et je crois qu'on ne peut pas avoir le meilleur si on n'accepte pas de prendre le risque du pire. Et donc c'est un équilibre. Mais Paris est presque un grand musée, non? Oui, mais est-ce que Venise est une ville qui se suffit à elle-même parce qu'elle est musée? C'est une vraie question. Je pense que les commerçants, je pense que l'industrie, je pense que les gens qui travaillent dans les services, je pense que la recherche, je pense que le médical, tout ça a la possibilité de vivre dans la ville. Il ne peut pas se contenter de vivre qu'à la périphérie de la ville. Donc la ville doit accorder son équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée, le tourisme, la culture, et pas que la culture. Moi je dis souvent, la France, dans cette vieille Europe, a souvent revendiqué le fait qu'elle était tout culture. Une sorte d'exception française. Tout doit passer par la culture. Les anglo-saxons sont peut-être plus pragmatiques que nous. Ils disent c'est bien la culture, c'est indispensable. Mais la recherche, l'innovation technologique, l'innovation scientifique, et on voit avec la Covid qu'on a peut-être quelques distances à rattraper, ça nécessite d'avoir des outils et des finances et une vocation politique qui pousse vers ça. La ville doit s'adapter à ça. Il faut s'adapter aussi à l'histoire et au contexte. Mais je pense que la ville doit pouvoir vivre en proximité. Et là, c'est très bioclimatique, parce que si on réduit les distances entre son domicile et le lieu où on travaille, quelle que soit sa profession, on est plutôt vertueux. Donc il faut que la ville s'adapte. Et je trouve que Paris doit s'adapter à maintenir toute l'activité professionnelle qu'une ville, qu'un pays, même centré sur sa capitale, peut retrouver. C'est important, sans négliger bien évidemment la province. Mais Paris doit vivre, c'est pas un musée, uniquement un musée. Paris ne pourra pas survivre si ce n'est qu'un musée. Donc ça passe aussi par le paysage, la végétalisation? Oui, et Paris a de la chance, hein. On est quand même avec des grandes surfaces végétalisées, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'on peut faire mieux encore.
nos cours carrossables, fin 18e, voire peut-être début du 19e encore, on avait quelques voitures à chevaux. Aujourd'hui, on peut se poser la question si on n'enlève pas les pavés pour y planter quelque chose. Ou en tout cas, si on ne peut pas réduire la surface des pavés pour y planter quelque chose. Souvent, nos projets de réhabilitation tiennent compte de cet équilibre entre le minéral et le végétal. D'accord. Parce que c'est une aspiration permanente des utilisateurs de pouvoir se retrouver à l'extérieur et pas uniquement sur du gravier ou des pavés avec un petit banc, mais peut-être un peu d'ombre, un peu de senteur, un peu d'humidité. Je pense que ça, c'est très important. Finalement, vous êtes un hyper spécialiste du tissu parisien. Je m'y suis collé et je m'y colle encore. Et je trouve que et là je le dis vraiment avec conviction, je trouve que tous les professionnels de la construction, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, ingénierie, AMO, HQE, architectes, on ne côtoie pas assez les instances de la ville. Les instances de la ville ont peur de nous parce qu'ils ne nous connaissent pas et nous les craignons parce que nous ne les approchons pas. Moi, je suis tout l'inverse. Dès que j'ai un projet, avant même d'avoir dessiné quelque chose, j'interroge les instances. Quelquefois, ils sont au début, plutôt. Ils étaient surpris que je vienne les voir sans projet. Je leur dis, mais non, mais c'est bien de le construire ensemble. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, puis des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. C'est intéressant qu'on en débatte ensemble. Ce n'est pas un jugement qu'on vous demande, c'est d'intégrer au projet vos revendications légitimes de préservation. Donc, on gagne du temps, on adhère à des réflexions qui ne sont pas forcément évidentes. On apprend toujours. Et je trouve que c'est fondamental que cet outil que la ville a mis en place, que l'État a mis en place, je dis l'État, l'ABF, la ville, la direction de l'urbanisme et la commission du Vieux-Paris, il faut qu'on se voit plus souvent, il faut qu'on débatte, il faut qu'on se confronte sur chaque sujet. Et vous arrivez à quand même les faire évoluer, enfin dans le sens où on sait que les ABF sont... C'est moi qui évolue. Oui. Eux, ils ont plus de mal à évoluer, mais ils le font. Ils ont plus de mal parce qu'ils détiennent d'une certaine façon... un savoir aussi. Le livre. Ouais. Le livre. Ouais. Et que moi, j'arrive là-dessus, quelquefois beaucoup moins bien formé qu'eux, à ce qui est essentiel dans la préservation, par exemple. Et donc, à ce moment-là, je les écoute et je leur revendique tout à fait l'autorité pour le faire. Ce que je regrette, c'est quelquefois... on les voit trop tard ou on ne veut les rencontrer que trop tard. Alors, vous avez une équipe d'environ 30 personnes. 30 personnes. Ouais. Donc, vous parliez des pôles, exécution, architecture intérieure, architecture, et puis hors-piste. Est-ce que ces pôles travaillent de manière indépendante sur des projets ou est-ce qu'ils sont toujours complémentaires ? Alors, je vais dire qu'ils sont toujours complémentaires. C'est-à-dire que sur nos projets, ils sont complémentaires. Mais nous faisons des projets, nous sommes les architectes et nous ne sommes pas les architectes d'intérieur. Nous sommes des architectes d'intérieur sur des projets où nous ne sommes pas les architectes. Et puis la maîtrise d'exécution, elle est tout à fait disponible pour pouvoir gérer des projets qui ne sont pas les nôtres. Mais on a quand même constitué cette équipe pour être le fer de lance de notre conviction de constructeur architecte. Je ne suis pas grand-chose sans eux et je suis beaucoup avec eux. C'est-à-dire que je développe beaucoup de valeur avec eux et c'est bien de partager cette valeur. Et donc, si chaque pôle développe une activité indépendante en disant j'ai trouvé un client qui me propose tel projet, on le fait, bien sûr. Et à ce moment-là, je ne me mets pas en premier. Je laisse le collaborateur ou la collaboratrice qui a développé ce projet le gérer. Il y a un élément que je voudrais rajouter, c'est qu'au bureau, ce qui est essentiel, c'est avoir le droit de se tromper. Commettre l'erreur, c'est d'avoir essayé de pousser la limite. Et je trouve que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps. Je trouve que la valeur principale, c'est de remettre en cause systématiquement d'abord ce que je dis et en même temps ce qui se présente, ce que le client dit, impose quelquefois par habitude. Et le fait de à chaque fois le bousculer en lui disant mais il y a peut-être une autre alternative, c'est notre but essentiel. Vous travaillez beaucoup avec la maîtrise d'ouvrage privée, Oui. essentiellement. Oui, je dirais
Je dirais, c'est pas que je veux pas le public, c'est que mes dossiers sont pas retenus par le public. Ça viendra peut-être. Ah, mais j'espère. Non, mais quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais disons globalement, par rapport au nombre de dossiers sur les concours qu'on envoie pour le public, on est très rarement retenu. Alors je dirais qu'avec bonheur, on a fait le siège du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc ça, on était très contents. Une rénovation et un space planning abouti jusqu'à la livraison de chaque poste de travail. Donc ça, c'était très bien. Et ça, c'était un marché public. Et puis là, on a quelques projets qui se présentent sur la trame du marché public. Mais nos clients sont essentiellement les institutionnels privés. Vous avez des velléités de passer les frontières ou pas forcément? Oui. Ouais. On a participé à un projet en Guadeloupe pour un investisseur américain qui a fait un multiplex de cinéma à côté de l'aéroport en Guadeloupe. Et je trouve ça assez agréable d'emmener ces équipes changer d'air d'une certaine façon. Alors, nous, on est très opportunistes, en fait. On part en Bretagne parce qu'il y a une bonne raison d'y aller. On part à Romans-sur-Isère parce qu'on est appelé là-bas. On descend à Toulouse parce qu'il y a un sujet. Donc, on n'a aucun frein à bouger, au contraire. Et puis, on a eu l'occasion de faire quelques voyages d'agence pour à la fois visiter des ouvrages extraordinaires en Espagne ou en Écosse, par exemple. Alors, en dehors du fait qu'effectivement, c'est un peu team building comme voyage, mais c'est intéressant de voir comment ça se fabrique aussi à l'étranger. Le MIPIM, ce salon international que on fréquentait avant tout ça, était une manière de confronter les projets, les visions. Et moi, je trouve ça très enrichissant. Il y a de l'énergie. Voilà. On n'est pas que en France, que à Paris, à savoir faire. En même temps, il a lieu en France. Et il est unique. Non, mais c'est Oui. vrai. Et Il dans est le sud de la France, parce qu'il ouais. fait beau, et puis voilà. Voilà, et Ah non, mais c'est il vrai. est mondialement connu. Oui, absolument. Ouais. Alors, la question récurrente, c'est comment imaginez-vous le monde d'après? On en parle beaucoup, c'est un petit côté maintenant absurde et Non, répété, mais en c'est tout pas. cas l'avenir. J'ai un peu dit tout à l'heure sur la Ouais. modification de l'espace de travail, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui craignent le monde d'après et qui aimeraient bien venir au monde d'avant, Ouais. de revenir au monde d'avant. Alors je pense que toute rupture avec les habitudes n'est pas naturelle d'emblée. Toute rupture. Parce que finalement, une rupture, c'est un peu une petite mort par rapport à nos habitudes d'avant, notre confort. Il y avait des choses qui étaient automatiques, on ne se remettait pas en cause. Le vendredi, après le boulot, on allait se taper des bières, et puis voilà. Enfin, donc, toute cette rupture avec les habitudes convoque chacun à son envie personnelle. Alors, éventuellement, à son regret personnel aussi. Moi, je suis optimiste de nature. Donc, je me dis, même quand on secoue très fort la bouteille, ça se remet en place, peut-être différemment, mais ça se remet en place. Et donc je pense que ce qui serait un drame, et pas que pour moi, pour tout le monde, et pas que pour ma profession, pour tout le monde, c'est si après ces douloureuses restrictions, on devait affronter une récession douloureuse. Alors là, ça sera dur pour tout le monde, et je ne sais pas du tout comment je réagirais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je réfléchis en essayant de me faire un peu peur, la seule chose qui est essentielle pour moi, qui continuerait à me rendre heureux, c'est que je puisse continuer à travailler avec mon équipe que j'ai aujourd'hui, vis-à-vis desquelles je suis très reconnaissant, mais surtout avec qui je suis bien. Mmh. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, la rupture et en même temps la continuité de ses habitudes. Donc il faudra réagir, il faudra s'adapter, mais il y a beaucoup de jeunes à l'agence. Et moi, je trouve que ces jeunes, en plus, là, on vient d'en recruter, donc il y avait évidemment un peu de mal à trouver le premier stage, le premier boulot, ou le second, ou la suite de 3 stages pour que ça devienne du boulot. Moi, j'ai pas envie que ça s'arrête trop vite. J'ai envie, au contraire, que ça continue. Vous avez aussi des piliers dans votre Oui, équipe? j'ai des piliers, puis j'ai 61 ans, donc je me dis qu'aussi, c'est bien que je prépare le relais. Mmh. Je prépare la suite, c'est-à-dire que
Il y a trop de confrères qui se sont loupés dans la transmission, que moi je veux la réussir. J'ai des références comme ça. Il y a des agences parisiennes qui ont très bien passé la première génération, la deuxième génération, la troisième Il y a génération. 2, 3, 4, ce Exactement. sont des champions. Hein. Des TACC ou des choses comme Ouais. ça. Donc on se rencontre, on discute, on échange sur la manière dont ça s'est passé. Et donc moi je suis aujourd'hui dans un processus effectivement de transmission partielle et puis un jour total parce que je serai trop vieux, ringard. Pour l'instant, ils ne me le disent pas, donc c'est très agréable. Mais la jeunesse, c'est un peu dans la tête. Oui, je pense, oui, tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, je leur laisse ce terrain d'expression, de remise en cause, d'évolution. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on doit être en permanence à la recherche d'innovation dans les outils, dans la manière de voir, dans la manière de servir notre client, la manière de faire notre métier. Parce que Puis ça bouge vite. Hein, alors ça bouge vite et en même temps, ça fait du bien parce qu'on était quand même, et nous sommes encore un peu ancrés dans un métier très archaïque. Vous êtes confronté à la matière ? Oui, et c'est justement le sac de ciment. Il n'y a pas très longtemps, il pesait 50 kilos. Aujourd'hui, le maximum, c'est 35 kilos. Mais on peut même se poser la question de savoir si c'est vraiment une innovation de penser au poids du sac de ciment. C'est quand même très archaïque, un chantier. Je veux dire, on se promène avec des bottes de sécurité, on se promène dans la poussière, on se promène dans des gravats, on ne sait pas très bien ce qui est gravat et ce qui est pièce de rechange. Et puis en plus, on revient à la pierre, à la paille. Voilà, à tout ça, absolument. Et avec beaucoup d'innovation, parce que la gestion de tout ça se fait à travers de la domotique, à travers des ressources numériques, digitales. Et non, moi, ça, c'est un univers que je trouve essentiel et pour lequel on a beaucoup de retard dans notre métier de construire. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? C'est un très bon enchaînement parce que finalement, moi, je leur dirais si ils ne sont pas les meilleurs dans l'utilisation des nouveaux crayons, c'est-à-dire toute l'informatique d'aide au dessin et à la conception, c'est pas une bonne chose. On ne dessine plus véritablement au crayon, on ne conçoit plus véritablement au crayon. On doit intégrer le BIM tout petit. On doit même intégrer peut-être une certaine forme de savoir-faire dans la programmation. Donc je pense que ça, c'est un outil qui est indispensable pour pouvoir discuter de façon à égalité avec les ingénieurs. Ensuite, on a un métier qui repose sur le pouvoir de l'argent, mais le pouvoir positif. Sans argent, on ne fait rien. Un architecte aurait fait la plus belle œuvre et qu'elle ne puisse pas se construire à cause d'un problème financier, ça reste un dessin. Donc notre devoir de constructeur, c'est de rendre notre dessin constructible. Et la première étape, c'est de trouver le financement. Alors soit on nous l'apporte parce qu'on travaille pour un investisseur, soit on va le chercher. Et on va chercher un promoteur, on va chercher quelqu'un qui a de l'argent et qui veut le placer. Et ce métier de l'architecture lié aux structures de l'argent, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Que ce soit dans la structure publique que dans la structure privée, c'est indispensable. Donc vous pensez que les étudiants doivent prendre conscience de ça ? Ils doivent être formés pour ça. Je pense qu'un architecte qui ne sait pas lire un bilan d'exploitation d'un opérateur immobilier, il a quelque chose en moins. Mais un opérateur immobilier, pas uniquement tertiaire, quel qu'il soit, la structure publique, quand elle met sur la table un budget et que le projet architectural ne tient pas dans ce budget, c'est la responsabilité de l'architecte. Alors vous avez une appétence pour l'exécution, mais aujourd'hui les promoteurs privent pas mal l'architecture, enfin l'architecte, de l'exécution. Oui. Alors, et ça fait des choses qui sont un peu catastrophiques. Non mais jetons le pavé dans la mare. Ouais. Je sais que vous aimez revendiquer, alors hop. Oui, absolument. L'architecture en France, parce que j'ai finalement quand même pas mal de confrères en Belgique ou en Angleterre, voire en Espagne. En France, on s'est fait couper les ailes de toutes sortes. Alors je vais être peut-être un peu caricatural, mais c'est pas tout à fait faux. Le maître d'ouvrage, il s'est rendu compte que finalement l'architecte lui apportait pas sa science pour faire un programme. Alors il a d'abord identifié un programmiste et puis ensuite il s'est dit non mais c'est pas suffisant, donc il a inventé les AMO, l'assistant maître d'ouvrage. Alors qu'une grande partie du métier de l'assistance maîtrise d'ouvrage, l'architecte, conscient de ses responsabilités, est capable de le faire.
Alors ensuite, après, tous les bureaux d'ingénierie et les ingénieurs ont dit, mais toute la partie de réalisation, construction, c'est très sérieux, ça. On ne peut pas donner ça à un doux rêveur. Donc nous, on va se monter en bureau d'ingénierie, MOX. On va faire même mieux, on va intégrer des bureaux d'études, toutes compétences. Et puis on va même peut-être intégrer l'économie du projet, parce que finalement, là aussi, c'est très très sérieux, ça parle d'argent. Donc, et finalement, petit à petit, l'architecte ne s'est pas rendu compte qu'il perdait de la compétence, il perdait de la reconnaissance, il perdait du savoir-faire. Et donc, à un moment donné, comme moi, à un moment donné, j'ai réagi, parce que je me suis dit, mais finalement, j'ai besoin de savoir parler d'argent. Donc j'ai trouvé un économiste avec qui je travaille toujours depuis plus de 25 ans, le bureau d'études Cogebat, économiste, qui m'a rendu mes lettres de noblesse, en particulier vis-à-vis de cet industriel qui m'avait fait confiance, parce que j'arrivais avec des bilans qui correspondaient finalement, des bilans de chantier qui correspondaient finalement à l'enveloppe que j'avais établie avec lui au départ. Donc ça m'a rendu crédible. Mmh. Et donc les architectes doivent aujourd'hui revendiquer des structures importantes. Je pense que l'architecte qui travaille tout seul va perdre sa santé et va perdre la flamme qui l'anime. Donc il faut se regrouper en pôle de compétences. Je dirais que moi, ma structure, elle est toute petite, à 30 personnes, par rapport à ce que j'imagine être le quota flottant d'une performance. Et il faut qu'on s'intègre, il faut que l'architecte qui a besoin d'avoir de l'ingénierie, il peut tout à fait intégrer de l'ingénieur. L'architecte qui a besoin d'avoir une compétence en MOX, il peut très bien intégrer des pilotes de chantier, des choses comme ça. Alors, peut-être que le conseil aux étudiants, ce serait déjà de penser à ça? Oui, je pense que... Alors, c'est indispensable de savoir concevoir le projet. Mais moi, j'ai le souvenir... Et puis ce souvenir a été un peu ranimé par mon fils aîné qui a fait des études d'architecture, mais qui ne fait plus d'architecture, par la lenteur et longueur de ses études. Je trouve qu'on est dans un projet d'apprentissage, donc de toute façon on maîtrisera son métier au bout de 10 ans de réalité professionnelle. Donc pour savoir dessiner, concevoir un projet avec un outil digital, ça ne prend pas 5 ou 6 ans. Ce qui est fondamental, c'est qu'on doit se projeter à travers les études dans la vie professionnelle. Et je pense que les études ne sont pas assez professionnalisantes. Il faudrait injecter un peu plus d'alternance, parce qu'à l'époque, de fait, beaucoup d'étudiants travaillaient en agence, tandis qu'aujourd'hui, on leur demande beaucoup à l'école, ce qui ne dégage pas assez de temps pour... Moi, j'ai appris mon métier en travaillant à ranger des calques, parce qu'à un moment donné, je les lisais quand même, les calques. Puis je les triais, donc je m'apercevais comment était constitué un dossier de permis, de DCE, choses comme ça. Donc on apprend dans la vie professionnelle. Un mot de la fin ? C'est un métier merveilleux, en équipe, très dur, seul, et merveilleux en équipe. Merci beaucoup pour votre témoignage. À très bientôt. Entendu, à bientôt. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.